Les mystères de l'initiation. Initiation. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, bonjour mes très chers amis arcadiens et arcadiennes, on se retrouve pour une toute nouvelle émission, Les mystères de l'initiation. Coucou Henri. Bonjour Alina, bonjour à tous. Alors comment ça va aujourd'hui? Eh bien écoute, ça va très bien, on va parler d'un sujet un petit peu différent d'habitude, un peu moins peut-être thématique, mais plus concret. On va parler de sorcellerie et de haute magie initiatique. Alors ça, quand on voit le titre, hein, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va se goupiller là-dedans. Donc tu vas nous expliquer là en plusieurs parties. Donc la première partie, ça va être sur les différentes magies, les processus initiatiques. Tout à fait. Et l'objectif un petit peu de cette émission, c'est de donner une vraie matière aux personnes, peut-être pas avec des éléments aussi étrange que d'habitude, entre guillemets, dans le sens où on va partir sur la thématique de la magie lunaire, de Isis ou des éléments comme ça, mais comment mettre pour de vrai en place une vraie pratique quotidienne et devenir un mage et se lancer dans l'initiation. Voilà. Et donc, on va commencer à travers les différentes magies et les processus initiatiques, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la sorcellerie et la haute magie. Et donc, un premier élément, c'est peut-être de faire un petit peu la différence entre ces deux magies et entre les autres encore. On a déjà parlé, je pense, dans les émissions du découpage que l'on pratique à l'EMI, dans l'école, où on va découper en 4 morceaux les différentes pratiques de magie: sorcellerie, magie, haute magie, théurgie. Voilà. Et finalement, plus je vais en revenir dessus, hein, mais plus j'avance, plus je me dis en fait les deux seules véritables magies qui se différencient vraiment, c'est vraiment sorcellerie et haute magie. On considère que on associe à la sorcellerie la magie dite naturelle. Donc bien entendu, ce n'est pas quelque chose de négatif, la sorcellerie, c'est juste une magie qui utilise les forces horizontales, donc qui vont utiliser les forces de la Terre, de l'endroit où nous nous trouvons, sans faire appel à des énergies on pourrait appeler divines ou supérieures ou d'autres sphères. Et donc, par exemple, un élément extrêmement connu de la sorcellerie qu'on utilise tous, je pense, c'est l'herboristerie, tout simplement, qui est une forme de magie. J'avais une question à te poser parce que j'ai en fait vu sur Internet, donc il y avait une praticienne qui expliquait la différence entre la sorcellerie et la haute magie. Alors tu me dis si j'ai bien compris, en fait la sorcellerie, c'est tout ce qui est lié à notre terre, en fait, c'est tout ce qui est naturel. Alors que la haute magie, c'est plus lié à des forces les divinités, c'est plus des invocations. Alors oui, moi je suis relativement d'accord avec cette explication. Alors c'est pas une question d'accord ou désaccord d'ailleurs, hein, c'est juste une question de terminologie. Vu qu'on est dans un monde un petit peu coupé du monde universitaire et compagnie, on n'a pas beaucoup de terminologie établie pour tout le monde. Oui. Mais voilà, en gros je suis assez d'accord. Effectivement, la sorcellerie c'est notre terre, donc c'est les éléments associés aux énergies qui sont autour de nous et à nos propres énergies internes, hein, comme le magnétisme, des choses comme ça. Et la haute magie, on va aller sur des processus qui sont à l'extérieur de nous. Après, toi, tu parlais d'énergie divine. Je pense qu'on peut encore découper ça. En principe, on associe les énergies divines donc à la théurgie. On va vraiment travailler directement avec une seule entité qui est l'élément primordial, Dieu ou la divinité, etc. Après, peu importe comment on l'appelle dans la tradition dans laquelle on est. Et la magie, qui pourrait se mettre entre la sorcellerie et la haute magie, elle va faire appel aux esprits qui nous entourent, qui sont bien sûr sur notre plan et sur d'autres plans, mais qui sont des esprits, on va dire entre guillemets, communs. Voilà. Donc c'est peut-être cette forme de magie, la deuxième entre la sorcellerie et la haute magie, qui a mauvaise presse en fait. Quand on va souvent penser à la sorcellerie pour penser aux éléments négatifs d'envoûtement, de choses comme ça, de sortilèges d'amour et compagnie, en réalité, la plupart du temps, ces sorciers-là qui font ce genre de choses vont plutôt viser de la magie, ils vont utiliser
le contact avec des esprits pour qu'ils arrivent à leur fin. Et la haute magie, qui est au-dessus encore de la magie, eh ben en fait, on va considérer que c'est une magie initiatique. Donc, on va s'attentionner principalement sur le fait que la source de pouvoir de nos effets va venir de nous-mêmes, de notre propre maturation. Et donc, voilà, c'est la forme qui nous intéresse le plus, enfin, en tout cas, qui m'intéresse le plus. D'accord. Et c'est aussi notamment pour ça qu'on retrouve en haute magie, en fin de compte, pas mal de rituels et de grands rituels. Ce sont vraiment de grands... Complètement. Voilà, c'est effectivement les plus gros rituels sont souvent en haute magie, plus qu'en théurgie, parce que finalement en théurgie, on va commencer, malgré le fait que ce soit la magie la plus haute, si on peut le dire, on va commencer à rediminuer la quantité d'éléments, que ce soit les objets, que ce soit les pratiques, et donc du coup le temps, pour aller vers quelque chose de plus en plus pur finalement. Et donc, du coup, dans la haute magie, on est sur des rituels extrêmement longs. Quand on est vraiment puriste de la haute magie, on va aller sur des rituels qui vont faire 2, 3, 4 heures, parce qu'on va perpétuellement passer par des étapes fondamentales, comme la purification, le bannissement, la préparation du temple et compagnie. Ah ouais, c'est très long, 4 heures, 5 heures, ah ouais, c'est très long. Complètement. Et en plus, aussi, en dehors de la longueur, ce sont des rituels qui coûtent cher, parce que la haute magie va utiliser beaucoup de matériel. C'est au sein de la haute magie qu'on va le plus utiliser les éléments comme l'épée, la baguette, le calice et compagnie, mais ça ne sont que quelques objets. On a en fait au final beaucoup d'objets, et donc c'est une magie qui n'est pas forcément très accessible. Voilà, ni en temps, ni en matériel. C'est vrai aussi ce que l'on dit, que souvent dans la haute magie on retrouve plus des hommes, alors que dans la sorcellerie traditionnelle ce sont plus des femmes. Bah écoute, alors je ne sais pas, parce que moi j'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais dans mon parcours, quelles que soient les activités que je fasse, et que ce soit dans l'ésotérisme ou dans le reste, dans le monde profane, il y a toujours que des femmes autour de moi. Donc voilà. Bon, donc j'ai pas beaucoup de points de repère. Quoi que je propose, c'est toujours uniquement un public féminin qui s'y intéresse. Donc voilà, je sais pas trop quoi te dire par rapport à ça. D'ailleurs, quand je vois un homme, je suis content qu'il vient à un cours. Je suis étonné aussi, mais je suis content. Donc, mais oui, ça pourrait ne pas trop m'étonner, parce que finalement, la sorcellerie est une magie qui est peut-être plus instinctive, qui est plus en lien avec la nature, qui est plus émotionnelle, on va dire, et donc qui pourrait bien aller à la sensibilité générale des femmes, même si bien sûr il y a des exceptions. Et la haute magie, c'est souvent des personnes qui sont, comment dire, qui sont, alors comment dire ça de façon non négative, mais qui sont intéressées à passer beaucoup de temps, à ajouter de nombreuses étapes, à ajouter beaucoup de complications parfois pour avoir leur effet. Bon, alors maintenant, je te laisse faire le fil de l'émission, parce que c'est les petites questions que je me posais sur la différence entre les deux. D'accord. Justement, voilà, ces questions ont permis d'éclairer un petit peu les 4 formes de magie principales: sorcellerie, magie, haute magie et théurgie. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à sorcellerie, haute magie, puisque finalement, je vous disais en début d'émission que, effectivement, ces 2 formes sont peut-être les véritables 2 formes différentes des pratiques magiques. Parce que, en dehors du fait que la sorcellerie puise son énergie, sa force à l'intérieur des forces naturelles, et que la haute magie l'épuise à l'intérieur du magiste, il y a un autre élément, il y a un élément de pratique. C'est-à-dire que la sorcellerie, malgré le fait qu'elle est censée être plus simple, elle va être beaucoup plus complexe, parce que elle est pragmatique d'une certaine façon, en le sens où elle va utiliser des forces extérieures à nous, très basses, très concrètes, et donc très proches du plan matériel. Et plus on se rapproche du plan matériel, plus les choses sont pragmatiques, dures et finies. Et donc, je vous donne un exemple, vous allez mettre une plante dans une potion qui n'est dans un mélange d'une vingtaine de plantes qui n'est pas la bonne, et bien alors l'entièreté du rituel va échouer. Alors qu'en haute magie, quand on va faire une petite erreur dans un rituel de haute magie, finalement ça va pas avoir beaucoup d'importance, parce qu'on puise dans nos propres énergies et on est déjà très loin du plan matériel. Donc on va quand même avoir nos effets. Et donc ce qui est intéressant dans la sorcellerie, je pense, et qui m'intéresse de plus en plus personnellement dans ma pratique, c'est que la sorcellerie, elle a l'intérêt de se poser vraiment par rapport à l'objectif voulu.
Et bien souvent, dans les formes de magie dites supérieures, entre guillemets, le praticien va plus s'amuser à faire de la magie. Voilà, c'est-à-dire qu'il va apprécier, c'est pas forcément négatif, hein, mais il va apprécier la pratique de la magie plus que de chercher à avoir ses effets. Et on a été tellement loin dans cette voie-là au fil des années qu'au fur et à mesure, on a banni en disant que c'était une mauvaise chose que d'aller faire des rituels pour un résultat concret. Vous voyez, bon, il y a des résultats abominables, mais il y a des résultats tout à fait non négatifs, comme le fait d'obtenir une guérison, le fait de réussir à développer son lien avec l'argent, différentes choses. Et il y a eu toute une période où finalement on est carrément allé à dire que la magie ne devait surtout pas être utilisée pour des choses concrètes. Et j'étais pas totalement en désaccord au début, et puis finalement aujourd'hui je suis totalement en désaccord. Je pense que effectivement la magie n'a pas à être bannie dans des plans de notre existence. C'est une énergie qui est là perpétuellement, qu'on le veuille ou non. C'est pas parce qu'on lit des livres ésotériques qu'il y a plus de magie autour de nous que quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu ou en rien du tout. La magie est toujours là et on a tout intérêt finalement à l'harmoniser sur tous les plans. Et finalement, c'est peut-être un très grand piège. Au contraire, ceux qui croient qu'il ne faut pas utiliser la magie, il ne faut pas considérer la magie dans le domaine matériel, parce que finalement, on va créer un déséquilibre dans une part de notre existence. Et ce que je vois personnellement dans les rencontres que je fais dans le monde ésotérique, que ce soit dans l'école ou que ce soit avant quand j'étais commerçant en ésotérisme, où je rencontrais beaucoup de monde de ce milieu-là, c'est que bien souvent, il y a des grosses complications. Ces personnes ont des problèmes avec l'argent, avec le plan matériel, avec le travail, etc. Et peut-être parce que justement, ils se disent, j'abandonne le plan matériel et je vais purement dans le plan spirituel. Mais ça crée un déséquilibre au final. Donc ne jamais renier en fin de compte ce plan matériel. Mais complètement. Il est aussi tout à fait utile. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi dedans, mais il faut réussir à créer une harmonie générale de bout en bout. Et c'est finalement cette harmonie générale qui va nous donner accès à l'initiation et donc à un éveil personnel. Ce qui va être le thème de la suite de l'émission. On a hâte, Henri. Voilà. Eh bien, écoute, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième partie. Ok, à tout de suite. Un univers secret et plein de magie. Bienvenue en Arcadie. Vous pouvez écouter nos anciennes émissions en replay sur l'application de Radio Arcadie. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie avec Henri Chemin. Et là, dans la deuxième partie, tu vas nous parler de tout ce qui est constitution de son oratoire. Complètement. Alors, on s'est arrêté un petit peu sur les différences entre sorcellerie, haute magie, l'initiation et compagnie. Et il y a un élément qui est vraiment peut-être fondamental pour pouvoir vraiment s'établir dans la magie, c'est la constitution d'un oratoire. Donc, on appelle ça un oratoire, un occultum, une salle de rituel, un temple, peu importe, ça n'a pas de grande différence en réalité. L'objectif est vraiment de commencer à dédier un endroit à notre pratique. Cet endroit, c'est pas forcément une pièce entière, on peut pas tout se le permettre. Ça peut être simplement un meuble, le coin d'une pièce, où on va vraiment dédier cet endroit-là à la chose sacrée. Et c'est extrêmement important, et vraiment, je pense que c'est vraiment essentiel. Ça m'est arrivé personnellement de vivre à des endroits où je ne pouvais pas, en tout cas, j'avais pas pris le temps d'installer vraiment un oratoire, et où je dressais mon oratoire au moment où je souhaitais pratiquer un rituel, et les choses sont complètement différentes, même au niveau du bien-être à l'intérieur de la maison. Le fait d'avoir un lieu, un petit endroit sacré, aussi petit soit-il, va permettre finalement qu'il y ait perpétuellement une descente énergétique à l'intérieur qui puisse permettre que quand on va se lancer dans notre travail, c'est tout de suite efficace. Alors que si on dresse son hôtel juste au moment où on en a besoin, finalement on a profanisé tout simplement le lieu tout le reste du temps. Donc on perd énormément de bénéfices. Donc c'est extrêmement intéressant de constituer cet endroit sacré chez nous. D'accord, ouais, donc c'est pas anodin, hein. C'est pas un lieu comme ça. Complètement. Et justement, les objets aussi qui sont dessus, il faut faire attention. C'est pas besoin d'être des objets qui coûtent une fortune, qui soient précieux, etc.
Mais il faut faire attention à ce que ce soit des objets qui ne servent qu'à ça. Je vous donne un simple exemple, peut-être très idiot, mais vraiment c'est la chose à laquelle on pense le moins, je pense. C'est un crayon, un stylo, quelque chose comme ça, qu'on n'utilise que pour ces choses-là. Voilà. Là, on va avoir tendance finalement à le faire passer en dernier, après la baguette, après l'épée, etc. Alors que pourtant, c'est un des éléments qu'on va le plus utiliser, que ce soit pour écrire des rituels, que ce soit pour tracer des talismans, que ce soit pour toutes sortes de choses. Et donc, du coup, il est important d'avoir un matériel qui n'est dédié qu'à ça. Et donc, par exemple, je donne un simple exemple, de ne pas sortir un bougeoir de notre oratoire pour aller faire une soirée aux chandelles à table. Voilà, par exemple. Et de vraiment consacrer ces objets à l'usage magique. Donc ça, c'est peut-être une première étape. Alors, on fait ça aussi parce que c'est au niveau des énergies, c'est ça? C'est le fait qu'on a accumulé tellement d'énergie dans cet oratoire, dans cette pièce, qui fait que si on bouge ou qu'on utilise cet objet pour d'autres choses, ça perd complètement son côté magique, en fait. Alors, on peut voir ça dans les deux sens. Dans le sens où tu le dis, où finalement, il y a la bonne charge énergétique de l'objet qui va se diluer quand on va l'amener dans le profane. Et il y a l'autre angle, c'est que le profane peut venir corrompre l'objet magique. Un exemple, ce fameux bougeoir qu'on a amené sur notre table pour faire un dîner aux chandelles et qui venait de notre oratoire, il va perdre une petite partie d'énergie, mais ça c'est pas tellement grave. Mais on va manger juste à côté notre steak ou je ne sais quoi. Et il va y avoir toutes sortes d'éjections, où il va y avoir sur le bougeoir, où il va y avoir une discussion à table pendant qu'on est en train d'avoir notre bougeoir rituel au milieu, puis on va commencer, je sais pas, par exemple, à avoir une dispute ou quelque chose comme ça. Et ben, ces éléments-là, on va perturber finalement on va corrompre notre objet sacré. D'où l'importance de conserver ces objets sacrés dans le sacré. Voilà. C'est particulièrement important parce que finalement, l'importance de l'oratoire, encore plus peut-être au sein de la haute magie, c'est d'avoir des objets qui accumulent toujours plus d'énergie pour que quand on vienne travailler dans notre oratoire, il y ait déjà une énergie et qu'on n'ait pas besoin de tout recréer à chaque fois. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand je disais en haute magie, on doit bannir le lieu, c'est-à-dire faire sortir les énergies négatives, on doit consacrer les objets à chaque cérémonie normalement, et compagnie, et tout un tas de la purification et tout ça. Et finalement, toutes ces étapes sont là pour nettoyer le lieu avant de travailler. Et si on a notre oratoire qui est toujours prêt dans ce cadre-là pour le sacré, alors la charge énergétique reste, et à chaque fois qu'on va mener un travail de plus, la charge va augmenter. Et justement, c'est ça l'élément le plus essentiel, qui est peut-être trop peu traité. C'est que l'objectif d'un magiste, c'est de faire monter la sauce, entre guillemets, énergétique. C'est-à-dire que le grand problème, je parle souvent dans les émissions, c'est que le problème de la magie, c'est que la plupart du temps, ça ne marche pas, tout simplement. Voilà, on va faire des rituels et on va peut-être s'amuser à le faire, mais en tout cas, les résultats ne sont pas là, d'où l'importance, encore une fois, d'aller pratiquer des rituels à résultats. Peut-être qu'on n'ose pas au début, en se disant que de toute façon on va échouer et que du coup on va avoir la preuve que ça n'existe pas et compagnie. Oui, peut-être que vous allez échouer de nombreuses fois, mais un jour vous allez réussir et vous allez avoir de vraies preuves et surtout vous allez commencer, si vous cherchez à avoir des preuves concrètes, des résultats à vos rituels manifestés, vous allez commencer à pouvoir nettoyer le vrai du faux. Et justement, dans ce monde magique, on ne s'intéresse pas trop au vrai du faux, souvent. Et on s'intéresse juste à ce qu'on pense. Voilà. Moi, je pense que les esprits, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Et en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué d'avoir des preuves, mais au fur et à mesure dans notre travail, si on demande systématiquement des preuves de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on perçoit, on va pouvoir commencer à nettoyer le vrai du faux, et on va pouvoir purifier sa pratique finalement pour aller à l'essentiel. Alors j'avais une question. À quoi on voit en fin de compte qu'un oratoire est puissant dans son énergie? On rentre dans un oratoire, est-ce qu'on ressent par exemple des vibrations en soi, on tremble, est-ce qu'on peut, je sais pas, être un petit peu étrange quand on rentre dans ce lieu, ou voilà, une personne qui est pas en lien avec notre pratique peut rentrer et ressentir plein de choses comme ça? Alors c'est une bonne question. Je pense que ça dépend énormément de la sensibilité de la personne. Oui. Parfois on peut ne rien sentir aussi, mais je pense que l'élément le plus clair pour savoir est-ce que notre oratoire est bien consacré ou pas, est-ce qu'il est bien chargé et compagnie, c'est quand nous-mêmes, praticiens, on va rentrer dans notre propre oratoire, est-ce que on va
changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que l'oratoire, on essaie de le protéger du monde profane, et plus on va le protéger du monde profane, et plus on va le consacrer, donc lui apporter du sacré, plus finalement, dès qu'on va rentrer dedans, nos pensées vont automatiquement se tourner vers le monde sacré. Et donc du coup, l'un des bons moyens de savoir si notre oratoire est bien consacré, c'est est-ce que quand on entre dedans, il y a un moment où on réfléchit qu'on a un poulet au four, ou je ne sais quoi, ou telle chose à faire pour notre travail. Ou si, au contraire, quand on rentre dans notre oratoire, on commence à avoir des pensées particulières. Et donc là, c'est peut-être qu'on a touché vraiment quelque chose de bon au niveau de notre oratoire. En fait, c'est merveilleux ce que tu racontes parce qu'on a la sensation en fait que cet oratoire, elle a comme une âme. En fait, elle est là, quoi. Elle est vivante. Complètement, c'est une réflexion super intéressante, effectivement. L'oratoire, on pourrait tout à fait lui associer un esprit familier et qui, je veux dire, sans même faire de rituel spécialement pour ça, hein, mais naturellement, à force d'ajouter des éléments, il y a une sorte d'égrégore qui se crée au niveau de notre oratoire. Et ça va augmenter encore la puissance, puisque en haute magie, on a beaucoup d'intérêt à nommer tous nos objets. Voilà, on va donner un nom à tous nos objets, et on va le placer justement ces noms dans notre grimoire, ou dans notre livre des esprits plus précisément. Et le fait de personnaliser les objets, après peu importe le nom que vous lui donnez, hein, voilà, ça n'a pas d'importance, c'est juste de créer une personnalisation à l'intérieur de notre esprit, pour que finalement cet objet existe en tant que tel, en tant qu'un élément intelligent, et donc finalement en le considérant, on va lui donner vie, on va lui donner la capacité de se gorger en pouvoir. Et l'élément le plus connu finalement de la personnalisation et de la puissance de la personnalisation, c'est tout simplement comment appelle-t-on ça? Les peluches des enfants. Oui. Vous voyez, les peluches des doudous. Enfants. Les doudous, voilà. Les doudous, c'est une personnalisation énorme, c'est extrêmement intéressant finalement, parce qu'ils vont vraiment créer une véritable d'agide, une poupée vaudou si vous voulez, parce qu'ils vont mettre tellement de magnétisme dedans, ils vont tellement l'imprégner, ils vont tellement envoyer de sentiments d'amour ou je ne sais quoi vis-à-vis de cette peluche, que ils vont vraiment lui donner un corps, et finalement cette peluche qui pour l'adulte peut-être est juste un chiffon, en fait va agir comme une protection énergétique pour l'enfant aussi. Et ils le ressentent tout à fait comme tel. On le voit comment ils sont attachés à leur peluche. Donc on peut faire exactement la même chose avec nos objets magiques, et on a tout intérêt à le faire. Et donc justement, soit tu parles de l'esprit général de l'oratoire, mais finalement à l'intérieur même de cet esprit, on va pouvoir ajouter de nombreux petits esprits. L'esprit de notre baguette magique, l'esprit de notre épée et compagnie. Et l'importance, peut-être, c'est surtout de ne pas oublier les noms de ces objets, puisque autrement, finalement, on va perdre la personnalisation, on va dépersonnaliser, on va aller à l'effet inverse. Et donc, c'est absolument de noter tous les noms de nos objets. Et après, à chaque fois qu'on va travailler avec un de nos objets, on va se remémorer le nom de l'objet. Et comme ça, on va finalement augmenter le pouvoir de plus en plus à l'intérieur de nos objets magiques. Et plus ils vont avoir de pouvoir, plus ils vont nous en délivrer pour que quand on rentre dans notre oratoire, il y ait tout de suite une ambiance, tout de suite une égrégore qui va nous permettre d'opérer de façon puissante. C'est vraiment beau ce que tu racontes là. Je suis vraiment dedans là. J'imagine et tout l'oratoire, c'est fou. Voilà. Et alors, voilà, le fait vraiment de se constituer un oratoire comme ça, ça va nous permettre dans un deuxième temps d'aller contacter les esprits qui sont à l'intérieur de notre oratoire et de notre propre égrégore personnel pour pouvoir agir avec eux. Et finalement, au bout d'un moment, au début, c'est nous qui leur donnions de l'énergie. Au bout d'un moment, c'est eux qui vont commencer à nous suivre, à nous aider. Et ça va être bien au-delà de notre oratoire. C'est que ces esprits vont nous suivre en tout temps et augmenter notre pouvoir magique. Je n'entends pas par pouvoir magique la clairvoyance ou je ne sais quoi, mais vraiment notre puissance magique. Donc d'où l'importance de vraiment prendre du temps sur ce que l'on fait dans notre oratoire et les objets qu'on utilise. Alors, Est-ce que dans un oratoire, on peut par exemple... Alors, bon, c'est une question, je suis fumeuse, on a des praticiens qui sont fumeurs, des apprentis qui sont fumeurs. Est-ce qu'on peut fumer dans un oratoire? Est-ce qu'on peut... Alors, on a un ordinateur, est-ce qu'on peut... tu vois, ce genre de choses-là, est-ce qu'on peut travailler avec l'informatique? Je suis un peu hésitant. Je pense que, bien sûr que non, normalement, on va dire, la tradition va totalement bannir ce genre de choses.
Après, moi, personnellement, je pense que ça n'a aucun effet particulier. Tout dépend comment vous pratiquez votre fumée ou votre ordinateur, etc. Ce qui est important, c'est de ne pas aller travailler dans son oratoire pour aller faire son business ou je ne sais quoi dedans. C'est de maintenir l'élément sacré à l'intérieur. Après, ce que vous y faites, ça ne va pas changer tant que ça, finalement. Ça va sûrement choquer certains. En fait, tu conserves la même thématique. C'est tout ce qui est lié, en fin de compte, à ta pratique. C'est ça. Après, peu importe ce que vous faites dedans, du moment que c'est en lien avec votre pratique. Mais sachez que finalement, quand vous allez faire quelque chose dedans, vous allez l'y laisser dans l'égrégore. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre égrégore. Des cigarettes. Non, je rigole. C'est ça. Mais au pire, bon voilà, si c'est un moyen de se détendre, pourquoi pas. Il y a même dans certaines pratiques, on va utiliser de l'alcool, hein, donc tout est possible. D'accord. Voilà. Tu avais quelque chose à rajouter ? Eh ben non, on va après se tourner vers l'importance de l'initiation et comment finalement intégrer l'initiation de son égrégore dans son oratoire pour continuer sur notre chemin. On se dit à tout de suite alors, Henri. À tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la 3e partie. Et là, Henri, tu vas vraiment développer tout le côté de l'importance d'une initiation. Déjà, c'est quoi une initiation ? Et tout ce qui va avec, en fait. Hein. Complètement. Alors voilà, on a finalement parlé des différentes magies. On a ensuite parlé de l'importance de se constituer un oratoire et des objets sacrés, une égrégore et des esprits. Et maintenant, on va se tourner vers l'initiation. Mais qu'est-ce que c'est que l'initiation ? Bon, c'est un terme qui est utilisé de façon totalement généraliste, on va dire. On l'utilise de toutes sortes de façons. Mais moi, je vous parle vraiment de l'initiation magique, où on peut en considérer peut-être 2 principales à l'intérieur de l'initiation magique. Les initiations intérieures, c'est-à-dire les initiations que l'on va vivre entre nous et nous-mêmes, qui ne sont pas forcément dans le cadre d'un rituel, d'une rencontre ou je ne sais quoi, ou d'un cercle ésotérique, mais qui vont plus être liées à finalement notre pratique, où au bout d'un moment, on va, comme je vous le disais, si on s'attache à chercher des effets à notre pratique, si on s'attache à chercher ces effets, au bout d'un moment, on va se rendre compte que certaines pratiques sont inefficaces, certaines pratiques sont efficaces. Et au bout d'un moment, on va comprendre pourquoi tel élément de cette pratique est inefficace. Et je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, on va, allons-y, on va faire des talismans. On va faire un talisman pour une protection, peu importe. Et on va chercher à faire un très beau talisman, avec une très belle qualité graphique, on va dire, pour qu'il soit joli et qu'il inspire le beau. Et on va porter toute notre attention sur cet élément-là, et après on va faire une consécration pour le consacrer et lui donner un effet. Et bien, finalement, mon expérience personnelle, je parle juste de mon expérience, parce que voilà, c'est ce que je sais qui marche, en tout cas pour moi, c'est que la consécration, donc ce qui se fait après la constitution, n'a que très peu d'effet. Voilà. Et je vais vous donner par exemple un rituel que j'ai fait ces derniers temps, qui a été un rituel, on va dire de purification de l'environnement, de mon propre environnement. Ce rituel-là, finalement, il a duré peut-être 6 mois. La constitution, c'était un objet qui était constitué. Et finalement, pendant ces 6 mois, je l'ai constitué avec quelqu'un et on a eu toutes sortes de problèmes dans la constitution de cet élément technique, parce que c'était du bois, des feuilles d'or et compagnie. Ça a été compliqué de réussir à coller les feuilles d'or, tout ça. Et à chaque fois, c'était un élément qui devait durer 1 semaine, la constitution, et à chaque fois, c'était retardé parce qu'il fallait aller faire un achat, fallait faire, etc., parce que ça n'allait pas, fallait refaire. Voilà, et ça a duré 6 mois, au final. Et c'est pas la première fois que je remarque ça. Souvent, on a des petites embûches dans la constitution, dans la préparation d'un rituel, mais en fait, c'est absolument essentiel à la pratique, et on a tendance à vouloir se concentrer sur le rituel, mais c'est pas au niveau du rituel qu'il se passe quelque chose, c'est avant. Quand on va avoir son petit rituel tout propre, et qu'on va venir le faire, on va venir dans notre oratoire et tout se passe simplement et c'est rapide et compagnie, et ben ça, la plupart du temps, ça ne marche pas. Plus on va passer de temps, même si c'est apparemment dans un processus profane, c'est-à-dire la constitution juste matérielle de l'objet, et ben plus on va passer de temps, plus on va faire de l'imprégnation, qui est beaucoup plus puissante que la consécration. Parce que l'imprégnation, finalement, c'est le moment où on va finalement manipuler l'objet et donc mettre de l'imprégnation magnétique. Et bien finalement, dans cette période d'imprégnation, vraiment, on est convaincu jusqu'au fin fond de nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire, à la différence de la consécration. Ça veut dire que quand on est en train de constituer le truc, on est
physiquement, concrètement, en train d'essayer de bien le faire, et on est en train de réfléchir en même temps à mais peut-être qu'il faut faire ça comme ça pour que ça marche mieux et compagnie, etc. Ça veut dire que la totalité de nous-mêmes est dans la constitution du rituel. Or, quand on a notre rituel tout prêt et qu'on va faire une consécration, finalement, la consécration, soit elle est en latin ou je ne sais quoi, en hébreu, ou des choses du genre, on comprend même pas ce qu'on est en train de faire, soit on comprend ce qu'on est en train de faire, mais on n'est pas totalement convaincu par ce qu'on fait et on ne sait pas comment ça marche. Or, finalement, le processus de préparation, c'est lui qui donne le pouvoir au rituel ou à l'objet magique, et ça, aujourd'hui, j'en suis totalement convaincu. Plus l'on passe de temps à constituer notre rituel ou notre objet magique, plus ça va être efficace. Et effectivement, à l'issue de ces 6 mois de fabrication de cet objet, les résultats ont été juste incroyables, de concret, où finalement le lendemain de la finition de cet objet, on n'avait pas eu le temps de le consacrer. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, finalement, on ne le consacrera pas. Cet objet a fait apparaître des résultats complètement inouïs. Et vraiment concret. Et c'est pas la première fois que ça arrive, des choses comme ça. J'ai eu aussi un rituel à Anubis, où j'ai un souvenir, où on avait eu une préparation qui avait duré 3 heures, parce qu'il y avait eu des problèmes encore une fois. Et finalement, le rituel lui-même avait été catastrophique, parce que ça n'avait pas il y avait eu des erreurs techniques, ça n'avait pas marché. Et finalement, les effets ont été extraordinaires encore. Et l'important, c'est toujours cette préparation, parce que c'est le moment où l'esprit est en train de descendre. Et finalement, on le voit bien, je veux dire, juste dans la conception d'un enfant, la conception elle-même dure pas si longtemps que ça, et la gestation dure 9 mois. Vous vous rendez compte un peu la différence entre le temps de gestation et le temps de procréation, c'est incroyablement différent. Donc c'est vraiment dans la descente de l'esprit que c'est long, et pas dans la fabrication concrète. Voilà. Et tu nous montres aussi, à travers tout ce que tu expliques, que même dans la vie au général, en tant qu'être humain, dans la nature, en fait, on a toutes les réponses autour de nous. Effectivement, tu as cette réponse-là, ne serait-ce que par la conception d'un enfant, tu te rends compte que c'est pas le moment où on crée, c'est le après, en fin de compte, qui est le plus long et qui est le plus important. Ouais. Complètement. Et c'est vraiment un bel enseignement de la sorcellerie par rapport à la haute magie, c'est que le problème de la haute magie, beaucoup de gens aujourd'hui sont intéressés par les pratiques divines, les anges et compagnie, tous ces éléments-là de la pratique de la haute magie, et ils vont aller chercher très 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 loin leurs informations, si loin qu'elles ont été complètement diluées, c'est-à-dire qu'elles sont à des années-lumière du moment où quelqu'un a pratiqué et a vu quelque chose et l'a écrit, finalement il n'y a plus de repère avec la réalité. Et d'ailleurs ça peut même créer une certaine folie. Or, dans la sorcellerie, on est sur du dur. Quand on veut faire un rituel de guérison, l'objectif c'est que la personne elle soit guérie. On ne cherche pas à avoir fait des belles invocations et compagnie, d'avoir mis des belles bougies et tout ça. On cherche juste le résultat. Et finalement, cette recherche de résultat nous projette toujours, finalement, dans l'observation de notre environnement. Et la nature est là, justement, pour nous montrer comment la magie fonctionne. Donc il est absolument essentiel d'observer la nature, les arbres et les oiseaux et compagnie, mais même la nature humaine. La nature humaine nous apporte beaucoup d'informations pour pouvoir voir est-ce que ce que je fais dans ma pratique magique est harmonieux, donc est cohérent, utilise le même système que finalement l'énergie divine a utilisé pour faire la création. Parce que finalement, l'objectif fondamental de la magie, c'est d'apprendre la technique de Dieu. D'une certaine façon. Comment crée-t-on ? Comment peut-on créer ? Et donc du coup, finalement, cette recherche de savoir comment créer, notre meilleur exemple, c'est tout simplement tout ce qui nous entoure. Donc il faut observer et faire des choses harmonieuses, et pas faire des choses forcément hyper compliquées et hyper jolies pour avoir de l'effet. Ah, c'est très puissant ce que tu dis là ce matin. Franchement. Ça donne envie à réfléchir en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser haute magie, basse magie. C'est vrai qu'on a des retours parfois de personnes qui pensent que la haute magie est toujours mieux que la sorcellerie parce que on a justement cette invocation. On est dans quelque chose où on montre, on fait de grands rituels. On a de beaux qu'on appelle ça objets. De beaux objets. Enfin c'est alors qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est le côté concret aussi de la pratique. Complètement. Et puis, je veux dire, la haute magie n'a vraiment rien de supérieur à la sorcellerie. La haute magie, c'est censé juste finalement être au bout d'un moment, finalement, on se retrouve projeté à faire de la haute magie parce qu'on en a besoin.
Mais la sorcellerie est vraiment absolument essentielle pour débuter. Et moi, je trouve qu'un exemple extrêmement intéressant, ce sont les praticiens ésotériques primaires, des peuples primaires. Donc que l'on aille jusque dans les tribus, des éléments comme ça, ou qu'on aille dans le druidisme ou du chamanisme et compagnie des différents peuples, où finalement ils vont utiliser les éléments absolument essentiels, parce que tout simplement ces peuples-là étaient encore au contact de la nature, et donc il était évident que si on allait créer une pratique mystique, elle allait être cohérente avec la nature. Or aujourd'hui, nos religions monothéistes sont vraiment très 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 éloignées de la nature, finalement. Oui. En fin de compte, à cause du dogmatisme de la religion monothéiste, ça nous a coupé tout ce que l'on savait par le passé, notamment tous les bienfaits que l'on avait découverts de la nature. Complètement. Et c'est intéressant, si tu dis dogmatisme, voilà, la nature n'a pas de dogme. Voilà, elle n'a ni foi ni loi. C'est la religion monothéiste qui en a. Oui, complètement, complètement. Et quand on observe la nature, elle a quelque chose d'un peu méchant presque. Moi, j'ai fait des expériences avec la nature, pas ésotérique, mais juste la capacité de la nature à détruire est assez impressionnante. C'est-à-dire quand on a constitué quelque chose de beau pour nous avec notre vision humaine, je sais pas, tondre le gazon ou des choses comme ça, on essaye de faire quelque chose de bien dans une maison, la nature reprend ses droits d'une force pour détruire finalement et remettre l'harmonie de la nature dedans. C'est impressionnant la puissance qu'elle déploie. Et finalement, c'est cette puissance-là que l'on cherche à utiliser dans la magie. Et du coup, pour ça, il faut observer la nature. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut être dangereux une fois que tu arrives à maîtriser tout ça? Est-ce que tu penses que certains praticiens, après coup, beaucoup plus expérimentés, peuvent utiliser tout ça pour des méfaits plutôt négatifs? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est finalement intéressant. C'est intéressant l'étude, en tout cas, des pratiques néfastes, même si ça en choquera peut-être certains. L'intérêt d'étudier les pratiques néfastes, c'est que ces personnes-là, qui sont sans foi ni morale, n'ont vraiment aucune considération pour le beau et pour le plaisir de pratiquer. C'est uniquement pour obtenir un effet, encore plus que tout le monde, ceux qui cherchent à faire le mal. Et donc, on a quand même un enseignement à prendre, même si bien sûr tout n'est pas bon dedans, c'est que comment ils vont utiliser leur pratique, ils vont aller à l'essentiel. Et je vous donne des exemples. C'est que par exemple, dans une forme de magie négative, on va utiliser parfois le tabac pour créer une excitation. On va utiliser l'alcool, on va utiliser des surdoses de café, etc. Donc il y a vraiment ni foi ni loi. Le café, c'est pas, je sais pas, ça résonne pas comme quelque chose de spirituel, comme le thé. Mais eux, ils s'en fichent. Ils veulent juste augmenter leur énergie, leur magnétisme. Ils vont la condenser et l'utiliser. Et finalement, il y a des choses intéressantes dedans parce que il n'y a pas de morale complaisante, de quelque chose de gentil dans leur processus. Et on a quelque chose à apprendre dedans, je pense. C'est que finalement, ils utilisent, même si c'est dans un objectif négatif, ce qui n'est pas notre objectif à nous, ils utilisent les processus de la nature. Et c'est ce que nous devons faire finalement quand on veut pratiquer la magie de façon efficace. On doit se calquer, être harmonieux avec les processus de la nature. Et quand une rivière va détruire un village parce que elle a été déviée, parce qu'il y a eu un phénomène naturel ou je ne sais quoi, elle n'a aucune pitié pour ce qu'elle va détruire. Elle veut juste survivre. Et donc du coup finalement ce processus, cette puissance de la nature Ahriman finalement, ça va être quelque chose qu'on doit comprendre, appréhender et un jour utiliser dans notre objectif, que ce soit la guérison, la protection, la purification, peu importe. D'accord. Et ben c'est comme ça qu'on conclut la troisième partie, Henri. Voilà. On se retrouve pour la suite, pour la fin de l'émission. Complètement, on parlera des pratiques ésotériques quotidiennes. Tout à fait. À tout de suite, Henri. À tout de suite. Un univers secret et plein de magie. Bienvenue en Arcadie. Vous pouvez écouter nos anciennes émissions en replay sur l'application de Radio Arcadie. Replay, ça s'est passé sur Radio Arcadie. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie avec Henri Chemin. Et donc, tu avais oublié de préciser quand même un élément important sur l'initiation. Complètement. On a parlé de l'initiation intérieure, qui était la première forme d'initiation peut-être, qui est due finalement à notre compréhension des processus et du coup à l'adaptation. Et donc du coup aussi, juste un élément par rapport à ça, il faut à ce moment-là où on va chercher des éléments, des résultats concrets,
fait un gros travail sur notre ego, qui est intéressant, hein, parce que alors le monde ésotérique est quand même très particulier par rapport à l'ego, j'ai l'impression, où on veut dire que on a une théorie qui marche, etc. Non, compagnie, un tel a dit, donc c'est sûr, et tout ça. Or, finalement, l'expérience est l'élément le plus fondamental, et quand on ose faire l'expérience, donc c'est-à-dire quand l'on ose demander des résultats dans ce que l'on fait, on ne peut que fléchir devant la réalité. Or, quand on est dans son fantasme de magie, et ben là, on peut s'inventer des rêves merveilleux, qu'on est ultra puissant, qu'on est un super magicien et tout ça. Quand on est dans le concret et est-ce qu'on y arrive ou pas, et ben ça fait redescendre énormément un mauvais ego. Après, je suis pas contre l'ego, hein, c'est pas une forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, on est obligé de plier devant la réalité des choses. Et donc c'est extrêmement important. Donc ça c'est dans l'initiation intérieure, mais l'initiation extérieure, la deuxième partie de l'initiation, c'est les initiations comme on l'entend avec les épées et tout ça, les rituels initiatiques, ou que ce soit dans des cercles ésotériques, maçonnerie et compagnie, que ce soit de maître à disciple, ces processus d'initiation sont fondamentaux, je pense, puisque finalement ils vont nous permettre de faire une accélération très importante de notre travail. Le fait de rester dans son coin à travailler la magie même aussi intensément que l'on veut, bien sûr c'est comme ça que l'on pratique la véritable magie, mais je pense qu'il est fondamental d'aller chercher des initiations à l'extérieur pour finalement de faire des bonds de compréhension. Et encore une fois personnellement, je vois que ça fait un bon moment que je n'étais pas retourné apprendre quelque part et que j'étais juste dans ma pratique et dans l'enseignement, et je vois qu'il y a un problème finalement dans cet élément-là. Non seulement ça développe l'ego que de rester seul à faire ces éléments sans les confronter, même si l'enseignement casse un petit peu de cet élément d'ego, mais en plus on n'avance plus très vite. Et donc du coup j'ai lancé des études ailleurs sur des domaines que je maîtrisais moins, et encore, quand on va laisser de la place à des enseignants de nous enseigner, même si on a l'impression d'être le meilleur, il y a toujours quelque chose d'énorme à apprendre. Et au pire, si vous êtes vraiment si bon que ça, et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'aller chercher un enseignement, quand vous allez chercher un enseignement, la personne qui va vous donner l'enseignement, peut-être même, elle est moins bonne que vous en magie, ou dans le domaine que vous allez étudier, mais juste elle a un avis différent. Et cet avis différent va nous permettre de faire des bonds extraordinaires dans notre pratique. Et donc, pour moi, je pense qu'il est véritablement très important de continuer toujours à s'initier et donc à recevoir des enseignements extérieurs. Après, peu importe la forme, que ce soit maître à disciple, que ce soit une société secrète, que ce soit une école, que ce soit des formations, que ce soit peu importe. Mais que finalement, les personnes viennent nous nourrir de leurs autres visions, pour qu'on soit obligé d'aller faire un retour sur nous-mêmes et qu'on soit obligé d'aller labourer un petit peu cet élément intérieur. Et ça permet de faire des bonds extraordinaires. Ça, c'est dans l'élément un peu basique, on va dire. Et après, il y a un élément véritablement sacré où quand on a une vraie et belle initiation, vraiment puissante, alors là, c'est extraordinaire, puisque l'initiation va finalement directement nous mettre en lien avec une égrégore. Ce genre d'initiations sont rares, mais ça arrive que finalement, on a un initiateur qui nous fasse le cadeau finalement de s'appliquer dans un rituel initiatique et à nous faire une transmission initiatique où là, en peut-être 2 heures, peu importe, on va avoir une vraie nouvelle connexion avec une égrégore inconnue, et il va y avoir un déversement à l'intérieur de nous-mêmes d'informations, de connaissances, de puissance et d'énergie tout simplement, qui va nous permettre de faire un bond extraordinaire dans notre pratique et d'ouvrir de nouveaux horizons. L'initiation est absolument essentielle. Alors pour conclure, en fin de compte, cette deuxième thématique sur l'initiation, en gros, un praticien, même expérimenté, n'arrête jamais d'apprendre, et surtout d'apprendre des autres aussi. Complètement. Et surtout d'apprendre des autres, voilà, parce que on apprend tout seul dans notre pratique, on améliore, etc. Mais ça reste entre nous et nous. Et donc ça pose un problème, je pense, au bout d'un moment. Alors maintenant, tu vas nous parler en fait des pratiques ésotériques dans le quotidien. Complètement. Alors en fait voilà, maintenant on a vu les différentes magies, on a constitué notre oratoire, on a considéré l'importance de l'expérimentation intérieure et de l'initiation à l'extérieur, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait concrètement
Et là, je vais vous proposer une seule technique dans cette émission, mais qu'on va développer un petit peu. C'est que je vous invite bien sûr à pratiquer très régulièrement dans votre oratoire. Et souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ou je ne sais quoi, on n'a pas la préoccupation mentale et compagnie. Mais le fait de s'astreindre, et là, c'est vraiment on va vraiment s'astreindre à faire quelque chose dans un processus ascétique, à travailler tous les jours, quitte à ce que ce soit juste pendant une période. Je vous propose de faire l'essai, de faire la tentative de pratiquer tous les jours pendant 30 jours. Pratiquez tous les jours pendant 30 jours, quoi qu'il en soit. Si vous n'avez pas le temps, ne faites que entrer dans votre oratoire, allumer une bougie, allumer un bâton d'encens, méditer 5 minutes devant et repartir. Mais s'astreindre à faire ça pendant 30 jours. Et certains jours où vous avez plus de courage, prenez le temps de faire un rituel que vous connaissez, que les exercices qui ont été proposés dans les émissions ou dans des livres, etc., peu importe. Le fait de faire une pratique ascétique, donc c'est-à-dire de s'astreindre à un travail quotidien, va permettre de créer des choses vraiment très importantes. Ça va augmenter notre puissance magique et donc ça va favoriser la réussite de nos opérations. Et donc du coup, il ne s'agit pas que de travailler pendant 30 jours, mais il s'agit de travailler chaque jour dans la demande d'un effet concret. Voilà. Et de faire l'observation, est-ce que ces effets auront des résultats? Et n'ayez pas peur de vous dire que ce rituel est peut-être trop minable pour réussir à résoudre un problème qui est aussi important pour vous. Je ne sais pas, vous-même avez une maladie ou quelqu'un a une maladie autour de vous, vous avez des problèmes financiers ou quelqu'un autour de vous a des problèmes financiers, vous avez l'impression d'être envoûté, voilà, etc. Peu importe, même si c'est juste allumer une bougie, allumer un encens et méditer 5 minutes devant, demandez vos résultats et vous allez voir qu'on peut en avoir des résultats extraordinaires très rapidement. Si on arrive à être régulier dans sa pratique. Et moi, je vais vous proposer un élément que vous pouvez faire par rapport à cette chose-là, c'est 30 jours de pratique ou sans discontinuer une seule fois, quitte à le faire le soir, le matin, peu importe. C'est la pratique de la bougie d'autel, en fait, tout simplement. C'est-à-dire de s'acheter un gros cierge, le plus gros possible, sans exagération non plus, un énorme cierge que l'on va finalement allumer à chaque fois que l'on travaille dans notre oratoire. Même si on vient pour écrire, dessiner dans notre grimoire, peu importe, un gros cierge que l'on va poser en haut à droite de notre autel. Et à chaque fois qu'on va rentrer, on va l'allumer. À chaque fois qu'on va sortir, on va l'éteindre. Peu importe ce que l'on va faire, on ne le considère pas dans le rituel que l'on va faire. Juste, on va l'allumer. Et en fait, finalement, ce cierge, on va lui donner un nom. Et ce nom, on va pouvoir le graver sur la bougie, avec un stylet, si vous en avez un, ou un stylo, ou un crayon. Et ce nom-là, finalement, à chaque fois que vous allez allumer votre bougie et que vous allez l'éteindre, vous allez le prononcer. Déjà, vous allez consacrer votre cierge d'autel. Et en plus, finalement, à chaque fois que vous allez pratiquer, ce cierge va se gorger de l'énergie que vous utilisez finalement. Et donc va devenir de plus en plus puissant et vous accompagner dans votre pratique. Et un petit élément important, quand le cierge sera à la fin, on va tout simplement racheter un autre cierge et faire couler un petit peu de la cire de ce premier cierge sur le fond du nouveau cierge pour transférer l'énergie. Et on va garder le même cierge pendant des années et des années après. Et comme ça, on va entretenir l'énergie qu'on travaille, tout simplement. Alors, en fait, donc ça fait en fin de compte qu'on aura toujours le même cierge qui portera toujours ce même nom et qui nous permettra en fin de compte de générer toutes les énergies qu'il aura captées tout à fait tout autour de la pièce où on travaille, où on pratique. Tout à fait, complètement. Et ce cierge-là, finalement, au fur et à mesure, vous allez juste pouvoir finalement ne pas avoir besoin de faire un rituel particulier, vous pourrez juste allumer ce cierge, appeler l'esprit de ce cierge et lui demander de faire certaines choses, selon votre volonté. Et ça va être de plus en plus efficace. J'ai lu en fait que dans la pratique quotidienne, il était important également de pratiquer à une heure précise, en tout cas d'essayer de se tester pour voir à quel moment nos énergies intérieures étaient les plus en adéquation avec nous-mêmes. Est-ce que tu confirmes? Pour moi, c'est pointu et compliqué, ça. Voilà. Il faut savoir à quel moment et puis pratiquer toujours à cette période-là, à ce moment-là.
voilà, c'est sûr que c'est très bien, hein, mais moi je retourne encore une fois sur la sorcellerie. Voilà, le sorcier qui veut faire son truc avec effet, et ben il peut pas parfois faire toujours à la même heure et compagnie, et il va se concentrer sur l'essentiel. Et ça pour moi ce sont des éléments d'affectation, donc le fait que d'utiliser la même heure, de faire ça à un moment particulier de la lune, etc. Qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà, ce qui est important, ce qui va donner beaucoup plus d'énergie, selon mon expérience, c'est davantage le fait d'être régulier, donc ça veut dire de ne pas déroger au fait de l'avoir pratiqué au moins une fois dans la journée, plutôt que de s'astreindre à une heure particulière. Parce que c'est le meilleur moyen de conseiller à quelqu'un de faire à une heure particulière pour qu'il abandonne parce qu'il n'a pas eu le temps ce jour-là, à cette heure-là. Donc moi je pense que c'est pas l'élément le plus important, le plus essentiel. L'essentiel c'est surtout de le faire tous les jours. Et que toujours, finalement, tous les jours, il y ait ce rendez-vous avec votre esprit, l'esprit du siège en l'occurrence, qui va permettre que finalement vous allez lui délivrer beaucoup d'énergie, et donc du coup il va prendre une intelligence, bien sûr dont on n'a pas du tout à avoir peur, et qui va du coup accepter de vous aider. Et moi j'invite les auditeurs à un petit élément un peu particulier qu'on n'a jamais fait dans l'émission, c'est que voilà, je vous ai invité à essayer, faire la tentative, si vous appréciez la magie, de travailler pendant 30 jours, 30 jours durant quelque chose, peu importe ce que vous faites. Et moi, je vous propose que quand vous allez faire ces 30 jours, que vous veniez, que ce soit peu importe sur les commentaires du replay de l'émission, ou que ce soit sur le groupe du mystère, des mystères de l'initiation sur Facebook, peu importe, ou même envoyer, pourquoi pas, un mail à la radio, je sais pas si c'est possible, Alina. Si, bien sûr. Voilà. Pour dire un petit peu qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, essayez finalement que la petite communauté qui écoute cette émission puisse échanger un petit peu sur cette tentative, ces témoignages de est-ce que ça a marché, qu'est-ce qu'il a demandé, comment il l'a fait, que les gens puissent se soutenir finalement dans cet élément-là et qu'on puisse faire l'expérience tous ensemble de comment ça a marché. Et vous allez voir que les résultats sont extraordinaires. Et en plus, si vous le faites tous ensemble, enfin, vous en faites, il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet, cette idée, et ben, ça va encore augmenter l'égrégore, finalement, de l'émission qui est une égrégore, hein, même si c'est une émission, on n'a pas l'habitude d'associer ça, c'est une égrégore magique. Et donc, les personnes qui écoutent l'émission, finalement, vont pouvoir jouir aussi de l'énergie de cette égrégore. Donc, je vous invite à partager vos témoignages, vos questionnements, vos doutes, vos complications par rapport à ces éléments-là et de vous lancer dans le défi de travailler pendant 30 jours sans discontinuer en faisant un petit rituel. D'accord ? Bah écoute, on a entendu ton appel, Henri, et on le fera. En tout cas, pour ma part, je le ferai et je donnerai mon avis sur la chose. Et ben moi aussi. Donc on se retrouve sur Facebook ou ailleurs, à tous les endroits où on peut se retrouver. Tout à fait. Eh bien, écoute, c'est comme ça qu'on finit l'émission. En tout cas, c'était merveilleux de t'avoir pendant cette petite heure. Et on se retrouve dans un mois. Eh ben oui, pour une nouvelle thématique. Et oui, à très bientôt. bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Les mystères de l'initiation. Initiation.